Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle, c'est le joueur du Clapas. Et me voici de retour pour un nouveau comparatif, comme je l'avais déjà fait pour Freshwater contre Coldwater. Mais cette fois-ci, c'est entre deux jeux de deck building complexes et originaux. Donc si vous recherchez des jeux de ce type, ce match est susceptible de vous intéresser. A noter que le match se fait sur des versions anglaises, même si un des deux jeux, Imperium, est disponible en VF. Le comparatif portera sur la pratique de ces deux jeux en solo. À ma gauche, le jeu de Nigel Buckle et de David Tuxi, illustré par The Miko, édité par Osprey Games et localisé en français par Ori Games, l'antique Imperium dans sa version classique. À ma droite, le jeu de Herschel Hofmeyer, illustré par lui-même et édité par Outland Entertainment, mais non localisé en français, le préhistorique Apex Theropod Deck Building Games. Avant de commencer, pour cadrer ce match, quelques informations. Comme je l'avais fait pour le match précédent, je vais accorder des chips de poker de Too Many Bones aux gagnants de chaque critère que l'on va explorer chemin faisant. Et on y va. Premier critère, le matériel et les illustrations. Alors pour Imperium, on a un matériel qui est minimaliste. Des jetons qui sont pas terribles, mais bon, ça fait le taf. En revanche, on a les illustrations de The Miko qui sont très bien réussies. Mais bon, ça c'est on aime ou pas, mais c'est plutôt bien réussi. À noter quand même l'existence d'un insert dans la boîte. Et dans cet insert, alors c'est la version anglaise, on a noté voilà, où ranger les cartes en bas, les cartes région. Donc ça c'est quand même pas mal pensé. Hein. Mais bon, le matos, voilà, les jetons, ça fait le taf, hein, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc un matériel quand même relativement minimaliste et des cartes qui sont pas d'une qualité extraordinaire. Concernant Apex, eh bien on a un matos de bien meilleure qualité avec des cartes qui ont un fini tissé, qui sont de bien meilleure qualité que dans Imperium. Ensuite on a un beau plateau pour le jeu central et des plateaux pour chaque joueur puisqu'il peut se jouer jusqu'à 6. Moi j'ai dit que je faisais surtout un match en solo et on a donc un plateau joueur qui est bien sympathique, qui on sait où ranger nos cartes tout bien comme il faut. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est un plateau joueur. Hop. Et donc on a chaque fois on sait où placer nos cartes, ça c'est très plaisant. On a également dans Apex de l'espace pour ranger ses cartes avec des séparateurs pour s'y retrouver plus facilement puisqu'on va avoir besoin pas mal de trier les cartes. Ça, donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, on a des illustrations qui sont, pour le coup, moins originales, mais qui, voilà, qui font le taf, qui sont bien quand même, qui sont efficaces. C'est plutôt pas mal. Du coup, vous l'avez deviné, le point, il va aller à Apex. 1-0. Deuxième critère du match, c'est la thématique. Alors, concernant Apex, on a un jeu quand même qui est nettement plus thématique qu'Imperium. On sent plus ressortir l'aspect mécanique d'un Imperium qui est quand même plus, voilà, qui ressort plus, qui est plus présent, même si les efforts ont été faits. Par exemple, on a les Vikings qui n'évoluent pas en Empire, donc ça c'est sympa, il y a une espèce de respect thématique dans la symétrie des factions. Mais dans Apex, la thématique est plus lisible, elle est plus évidente, peut-être parce que le jeu est plus accessible. Pour résumer, on pourrait dire que dans Imperium, la thématique passe après la mécanique, alors que dans Apex, on a moins cette sensation. Donc vous l'aurez compris, deuxième point pour Apex. Troisième critère, l'originalité. Alors, pour Imperium, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu qui est très très original, puisqu'il y a plein de choses qui sortent un peu des sentiers battus, des deck building qu'on a l'habitude de voir. Alors par exemple, il y a la structure de la rivière de cartes qui est catégorisée, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une structure de cartes avec n'importe quelle carte qui est alignée en rivière, on va avoir une pile qui est réservée pour une catégorie de cartes, puis à côté une autre pile pour telle autre catégorie de cartes, puis à côté encore une autre pile pour une autre catégorie de cartes, et après une dernière pile où tout est mélangé, on va avoir plusieurs catégories de cartes. Et donc comme ça, en fait, on a une structure de cartes qui est catégorisée,
Et on a aussi la gestion des cartes négatives, des unrest en anglais, des cartes de révolte qu'il va falloir gérer et qui se mettent sous certaines cartes de la rivière de cartes, mais qu'on n'a pas envie d'avoir. Ce qui est aussi original dans Imperium, c'est le cyclage qui est potentiellement très rapide, puisqu'au départ on a peu de cartes et on a la possibilité de défausser facilement et massivement ces cartes. On a également comme originalité le système de garnison qui permet de purger son deck, mais pas tout à fait de le purger en fait, et d'accélérer le cyclage du deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on garnisonne une carte, quand on la met en garnison, en fait, ce sont des cartes qu'on va mettre. En fait, il y a des cartes qu'on joue dans ce jeu, qu'on joue comme la défausse, et des cartes qu'on joue et qui restent sur notre espace de jeu. Eh bien, on va pouvoir prendre certaines cartes et les mettre sous les cartes qui sont dans notre plan de jeu. Et de cette façon, elles ne sont plus dans notre pioche ni dans notre défausse. Donc on s'en débarrasse si on a besoin d'épurer notre deck. Mais le truc, c'est que on va avoir parfois besoin de rappeler des cartes qu'on a dans notre espace de jeu, et les cartes qui sont en garnison vont revenir. Donc je disais, c'est un peu comme une purge, mais pas tout à fait, puisque ces cartes ne sont pas totalement sorties du jeu. Donc ça, c'est très original. Et enfin, ce qui est original, c'est que on va gagner une nouvelle carte chaque fois qu'on cycle, mais avec, on a 2 paquets d'amélioration personnelle. Puisque dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 états, l'état de tribu et l'état d'empire. Et en fait, quand on commence le jeu, on commence à l'état de tribu. On va jouer avec des cartes normales qui ont un liseré de couleurs. Les couleurs sont différentes, mais sans aucun symbole. Donc ça va être notre deck. Et puis chaque fois qu'on va cycler le deck, on va pouvoir aller piocher une de ces cartes au hasard avec le petit croissant. On va en piocher une. Et la dernière, en fait, elle est face visible, elle a un petit symbole différent, elle est ronde. Donc dès qu'on cycle le deck, on pioche une carte et ça va aller dans notre défausse. Donc notre deck, il va s'enrichir. Notre deck de cartes de départ simple, il va s'enrichir avec ces cartes un petit peu améliorées avec le croissant. Et puis, dès qu'on va avoir pris toutes ces cartes, si on y arrive, hein, on va prendre la carte avec le petit cercle ici. Et là, ça veut dire que hop, on va changer d'état. On va devenir un empire. Donc on va retourner la carte. Et là, ce qui change, c'est que chaque fois qu'on va cycler le deck, eh bien, on va aller s'améliorer avec un autre paquet. On va aller voir ces cartes qui sont ici avec une étoile. Et ces cartes, elles sont en face visible toujours. Et on va pouvoir aller choisir celle qu'on veut, mais cette fois-ci, c'est payant. C'est payant, on a un coût de développement. Donc si je veux par exemple la carte Vercingétorix, je vais devoir payer 4 de cette ressource. Et là, on va pouvoir choisir comment on construit. Donc ça, c'est super original, très plaisant. C'est aussi déstabilisant, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est voilà, pour le coup très original. Et enfin, ce qui est original aussi dans ce jeu, c'est qu'on a plusieurs façons de mettre fin à la partie. Donc par exemple, quand on a épuisé certaines cartes qui permettent de scorer, si on a épuisé par exemple toutes nos cartes de développement, si on a épuisé un certain paquet de cartes, bon, ok, mais donc là on va compter les points, comme dans un jeu de deck building, on va dire d'affrontement classique. Mais il y a une autre façon de terminer la partie, c'est si jamais on épuise les cartes d'unrest. Donc il y a une pile de cartes unrest, si jamais on les épuise, s'il n'y en a plus, et bien là, le jeu s'arrête immédiatement. Et on va pas compter les points, c'est celui qui a le moins de cartes d'unrest qui gagne la partie. Donc ça, pour le coup, c'est super original. Concernant Apex, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme originalité? Eh bien, on a un système de double rivière de cartes avec double ressources, les points de hunt et les points de dévol. On a aussi un paquet d'améliorations personnelles. On a aussi, ce qui est sympa, c'est le principe de l'embouche, du piège. On va pouvoir économiser des cartes d'un côté pour déclencher leur pouvoir et leur puissance au moment qu'on aura choisi. On a la mécanique, mais alors l'embouche, pardon, c'est aussi couplé à une autre mécanique, c'est le principe de l'alerte. Donc ces cartes qu'on va pouvoir mettre de côté, ben, des fois on va les perdre parce qu'on va déclencher des alertes. On a aussi la mécanique du combat de boss et son déroulement qui est assez original, puisque là, ben, le jeu s'arrête et on va devoir accumuler un certain nombre de points de hunt avec ces cartes pour pouvoir espérer infliger un certain montant de points de hunt au boss pour pouvoir lui infliger des blessures. À ce moment-là, on va retourner des cartes blessures et on va regarder, il y a un petit endroit, il y a un chiffre et on va regarder combien de points de dégâts ça lui fait. Et si jamais on n'a pas assez de puissance de hunt, eh bien le combat s'arrête et du coup le boss il se barre dans le deck de chasse et après il faut essayer de le retrouver.
Et surtout qu'on a un timer, ça aussi c'est une originalité, donc, parce que le boss il faut le battre avant un certain temps, et le timer il est représenté par un paquet environnement, et donc on a un certain nombre de tours, donc ça dépend si on joue en facile, c'est 12, en modéré c'est 11, on a plus ou moins de temps pour pouvoir faire ça, donc ça peut mettre sacrément la pression, donc il faut vite monter son deck, le rendre le plus efficace possible, et le plus puissant possible, le plus vite possible en fait. Et ça c'est vraiment pas mal. Du coup, c'est un deck building qui se joue assez vite en solo quand on a pris l'habitude des mécaniques, alors que celui-là est beaucoup plus long. Donc concernant l'originalité, je pense que vous l'aurez compris, le point je vais l'attribuer à Imperium qui me paraît nettement plus original qu'Apex dans ses mécaniques de deck building. Critère numéro 4 maintenant, la rejouabilité. Alors qu'en est-il du match entre les deux? Eh bien dans Imperium, on a 8 peuples dans la version classique. On peut avoir 8 peuples de plus si on rajoute la version légende, donc pour un total de 16 peuples, mais dans la boîte ici c'est 8. Pour maîtriser ces peuples, ça demande beaucoup de parties, beaucoup de parties pour les découvrir, puis pour les maîtriser, parce que les 8 peuples, ils se jouent différemment, ils se jouent parfois même très différemment pour certains d'entre eux, puisque c'est un jeu très asymétrique. Il y a certaines factions qui n'ont pas exactement les mêmes règles, et qui se jouent d'une façon très particulière, comme par exemple les Vikings. Eux, les Vikings, comme je l'avais déjà dit, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'on commence en mode tribu, puis après on bascule en empire. Et, en fait, pour les Vikings, eux, c'est pas du tout le cas, ça marche pas comme ça. Ils vont rester en tribu tout le long du jeu avec une autre mécanique pour déclencher la fin du jeu. Donc ça, et encore, c'est dans la version classique, c'est là où on a le moins d'asymétrie. Dans la version légende, c'est encore plus asymétrique. Il y a vraiment des factions what the fuck qui fonctionnent d'une façon très particulière. À Apex, concernant Apex, on a 14 espèces différentes de dinosaures à jouer et on a 15 boss à affronter. Donc ça veut dire qu'on peut multiplier les match-ups, les combinaisons, et il y a des niveaux de difficulté dans les dinosaures qu'on peut choisir. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui est indiqué en termes de niveau de difficulté pour les différents boss qu'on peut prendre. Donc ça fait quand même pas mal de combinaisons. Au final, que dire? Eh bien, la variété est bien présente dans les deux jeux et donc ça permet quand même une bonne rejouabilité. Mais je trouve qu'on sent moins la particularité et l'asymétrie des factions dans Apex ou des dinosaures dans Apex. Et donc, Imperium me paraît plus long à maîtriser et donc offrant beaucoup plus de parties pour y revenir jusqu'à maîtriser le jeu. Ça demande, je pense, beaucoup plus de parties. Donc, c'est la raison pour laquelle je mettrai un point de rejouabilité à Imperium. 2 à 2. Critère numéro 5, maintenant, la pratique du solo. Puisque je vous ai dit au début de ce match que c'était une comparatif essentiellement en mode solo. Eh bien, pour Imperium, qui est plus asymétrique, donc c'est plus sympa de découvrir les peuples. Puis quand on joue en solo à Imperium, on prend un peuple, on regarde ce que ça fait, ah ouais, machin, truc, des fois on comprend rien la première partie, on en prend un autre, on rejoue, tout ça, on s'habitue, puis après on prend notre peuple, on se dit, ah ouais, non, mais attends, c'est plus du tout comme le précédent, il faut que je revoie toutes mes bases, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Mais, Apex, si on a moins ça dans Apex, nettement moins, mais Apex a un solo qui est plus fluide, qui est plus agréable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'automat à gérer. Alors que dans Imperium, chaque faction a son propre tableau d'IA. Et ça, c'est le côté David Tuxi, il fait des super solos, mais ils sont un peu complexes. Ben là, c'est le cas. Pour chaque faction, on a un tableau d'IA qui est différent. Donc, ce qui fait qu'on a toujours les yeux rivés sur le tableau. Et le tour d'une IA, et en plus, il est assez long, enfin long entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'IA, elle va résoudre entre 4 et 5 actions par tour. Ok, donc du coup, on est ça demande quand même beaucoup plus d'efforts pour jouer en solo à ce jeu qu'à celui-ci. Du coup, pour la pratique du solo, même si Imperium me paraît un peu plus riche, je vais mettre le point à Apex pour sa fluidité. Et donc, ça va être un troisième point, 3 à 2. Critère numéro 6, et non des moindres, la difficulté à s'y replonger. Ça, c'est vraiment un critère qui est très important parce que
Vous savez que je suppose que si vous êtes présent là, sur la chaîne, c'est que vous quand même vous jouez pas mal, vous êtes adepte des jeux un peu compliqués, et vous savez que le problème des jeux un peu compliqués, c'est que quand on y joue ça va, puis quand on arrête d'y jouer, qu'on y revient au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est un peu la merde, il faut s'y replonger, parfois c'est un peu ardu. Alors ça c'est un critère qui est très important, c'est pour ça que je vais lui attribuer 2 points. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pour Imperium, alors Imperium c'est clairement une purge, hein. C'est clairement une purge. Si vous y jouez pas d'un moment, quand vous allez revenir dessus, c'est la misère. Il va falloir reprendre les règles, bien voir comme il faut, hein. Alors pourquoi? Parce que c'est lié en fait à deux choses. C'est lié déjà à son originalité. Une originalité qui est top, mais du coup, c'est pas du tout intuitif. On n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très particulières à Imperium. Et puis, l'autre frein qui empêche d'y replonger facilement, c'est les mots-clés. Et oui, c'est un jeu où il y a beaucoup de mots-clés. Et ces mots-clés, on a tendance à oublier leur sens, leur signification, parce qu'en plus, ils sont pas intuitifs, ces mots-clés, quoi. C'est un peu bizarre. Alors moi, j'ai le jeu en anglais, là, mais Break2, bon, c'est un peu... des fois, c'est des groupes de mots. Donc, il y a des mots-clés, c'est pas... C'est compliqué de s'y remettre, hein, quand on a un peu perdu les règles de vue, hein. Concernant Apex, alors pour Apex, la mise en place, elle est plus longue que pour Imperium, car il faut construire les différents decks, il y a de nombreuses cartes, nombre de cartes à respecter dans les différents decks, et donc c'est vrai que quand on n'y a pas joué depuis longtemps, qu'on n'a plus du tout ça en tête, ça prend un peu de temps. Mais au final, malgré ce point, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y remettre à Apex. Pourquoi? Parce que c'est peut-être moins original, donc c'est plus facile, ça revient vite, c'est plus intuitif. Et bien que du coup, concernant la difficulté à s'y replonger, je mettrai les points à Apex. 2 points pour Apex. Septième et dernier critère, le plus important de tous, que je vais donc mettre sur 3 points, c'est le plaisir de jeu. Et oui, parce qu'au final, ce qui compte le plus, malgré tout ce que j'ai dit, c'est le plaisir qu'on prend à jouer à ces jeux. C'est pour ça qu'on va y revenir, c'est pour ça qu'on va faire l'effort de s'y investir. Donc les deux jeux, ce que je peux dire, c'est que les deux jeux, ils sont très plaisants à jouer. Une fois évidemment qu'on a bien les règles en tête. Ce sont deux excellents deck building de poids important, assez lourd, très gamer. Mais je jouerai aussi bien à l'un qu'à l'autre avec plaisir en solo. Pour le multi, je ne jouerai pas à Imperium à plus de 2 joueurs, même si on peut y jouer à 4. Je n'y jouerai pas à plus de 2 parce que ça va me paraître très long, parce que déjà qu'en solo c'est long, c'est vraiment un jeu qui est long. À 2, c'est encore un peu plus long. Alors à plus, ça doit être. Puis ça demande beaucoup de réflexion. Mais c'est très plaisant. Quant à Apex, très plaisant également. Mais je n'y ai jamais joué en multi. Et de toutes les parties que j'ai faites, j'ai l'impression que c'est plus un jeu tourné vers le solo que vers le multi. En fait, pour tout vous dire, j'ai même pas envie d'y jouer en multi. Pourtant, il se joue jusqu'à 6, mais ça me dit rien d'y jouer en multi. Je suis pas certain que. Alors peut-être que je parle un peu sans savoir, hein, mais j'ai l'impression que l'expérience multi risquerait d'être pas des plus agréables, ou alors il faut jouer avec des gens qui connaissent bien le jeu, sinon ça va être une misère. Puis c'est tout en anglais, hein. Donc le plaisir de jeu, les deux, des jeux très plaisants à jouer en solo, et pour cette raison, moi je les mettrai à égalité. Ils sont aussi plaisants l'un que l'autre à jouer. L'un est plus dans la plus compliqué, plus complexe, plus lourd, plus original. L'autre est peut-être un peu moins original, mais tout aussi, peut-être un peu moins exigeant, mais tout aussi plaisant. Donc deux jeux très plaisants. Donc c'est la raison pour laquelle je vais les mettre à égalité. Donc je vais mettre 3 points pour Imperium. 1, 2, 3. Et 3 points pour Apex. 1, 2, 3. En conclusion, 8 points pour Apex, 5 points pour Imperium, victoire d'Apex. Mais que dire en conclusion au-delà des points? Eh bien, on peut dire que ce sont deux excellents jeux de deck building, vraiment, que vous choisissiez l'un ou l'autre. Je pense que ce sont des jeux qui valent la peine. Apex, oui, lui, il se démarque par la qualité de son matériel et par une meilleure accessibilité qui permet de s'y replonger plus facilement, sans aucun doute, après une longue période sans y avoir joué. Néanmoins, on peut dire d'Imperium que lui, il est plus original dans sa proposition, mais il le paie par une plus grande complexité. À noter, un dernier élément qui peut faire la différence, c'est le prix. Puisque la différence entre les deux jeux,
elle est énorme, hein, elle est assez énorme, la différence de prix quand même. On a un Imperium qui vous coûtera une trentaine d'euros et qu'on peut trouver en français, hein, qui est disponible en français, alors qu'on a un Apex qui vous coûtera quand même dans les 150 euros et qui est seulement en anglais et qui est beaucoup plus difficile à trouver. Donc voilà quand même de quoi rééquilibrer la balance. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et faites marcher le bouche à oreille en parlant de la chaîne autour de vous. Partagez mes vidéos. Allez, salut et à la prochaine!